Bonjour les 5e A. Alors voilà la vidéo de ce matin. La dernière fois on avait travaillé sur ce troisième extrait de Lancelot. Euh, on avait noté ce paragraphe-là et il nous reste simplement une petite synthèse à noter sur l'amour courtois. Ce qu'on appelle l'amour courtois, c'est justement au Moyen-Âge le code d'honneur du chevalier dans le domaine amoureux. C'est-à-dire qu'il doit être exemplaire aussi lorsqu'il est amoureux. Donc cet amour courtois fait partie du code d'honneur chevaleresque. Le chevalier doit respect et dévotion à la dame qu'il aime, obéissance à toutes ses volontés. On avait vu dans l'extrait précédent que il ne ferait surtout rien qui pourrait déplaire à Guenièvre. Il attend sa bénédiction pour pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Donc, vous notez ces 3 petites lignes, et une fois que c'est fait, on passe au dernier extrait qu'on travaillera sur Lancelot. Vous l'avez donc ici, à la page 203, et vous allez l'avoir en lecture audio. Donc je pourrais pas changer la page, essayez de prendre votre livre parce qu'une fois que la piste audio sera lancée, je pourrais pas changer de page, sinon ça le bloquera. Donc je vous laisse l'écouter et on se retrouve juste après. Page 203. Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier de la charrette. L'ultime combat. Alors, Lancelot fonça vers Méléagant de tout son élan, comme transporté par la haine. Mais avant de le frapper, il lui cria d'une voix haute et farouche : « Avancez par ici, je vous lance un défi, et sachez bien que je ne vous épargnerai pas. » Puis il éperonna son cheval, le ramenant en arrière pour prendre du champ à environ une portée d'arc. Ils se précipitèrent alors l'un vers l'autre de toute la vitesse de leurs chevaux. Alors, je l'interromps ici pour resituer un petit peu ce dernier extrait. Donc, on est à la fin de l'histoire quand Lancelot a localisé la reine Guenièvre et va la délivrer. Donc, il affronte le fameux chevalier Méléagant, qui est réputé pour être imbattable, qui est très grand, impressionnant, très fort au combat, mais qui est au service de son père, le roi du pays de Gore, et donc qui est un peu maléfique. Donc Lancelot ne craint pas du tout d'affronter Méléagant, ce qu'il lui annonce dès le début. Et puis on va voir un petit peu, on va travailler ensemble l'évolution du combat. Donc je vais interrompre de temps en temps la lecture pour justement qu'on puisse resituer au fur et à mesure, et puis on notera après l'explication de ce texte. Ils ont d'abord frappé sur leurs écus, que malgré leur solidité, ils transpercent sans cependant se blesser ni s'atteindre dans leur chair, ni l'un ni l'autre pour cette fois. Ils se sont croisés rapidement, mais reviennent au galop de leurs chevaux, frappés sur leurs écus solides et résistants. Ils ont encore montré leur force en chevaliers courageux et vaillants portés par des chevaux robustes et rapides. La force de leurs coups appliqués sur les écus pendus à leurs cous a fait traverser leurs lances sans qu'elles se fendent ni se brisent, si bien qu'elles ont atteint cette fois leur chair mise à nu. Chacun a poussé de toutes ses forces, jetant l'autre à terre sans qu'ait pu résister poitrail et sangle, ni étrier pour les empêcher de vider leur selle et de tomber sur la terre nue. Les chevaux affolés partirent dans tous les sens. Ruant ou mordant, ils cherchaient aussi à s'entretuer. Après leur chute, les chevaliers se relevèrent le plus vite possible, tirant leurs épées où étaient gravées leurs devises. Tenant l'écu à hauteur du visage pour se protéger, ils cherchèrent désormais une ouverture pour faire mal avec leur épée d'acier tranchant. Voilà, donc dans cette première partie du combat, on remarque un combat violent et acharné qui se fait d'abord comme un duel à distance, enfin à distance, tout est relatif, mais en tout cas, chacun sur leur cheval, ils s'affrontent à la lance, en quelque sorte, comme on le voit dans les duels de tournoi.
Vous avez dû parler de ça aussi en histoire. Donc là, on voit, on a une petite révision hein, de tout le vocabulaire de l'armure et des armes, que ce soit d'attaque ou de défense, surtout de défense ici, du chevalier. Et puis on remarque que les coups sont très forts, que justement les boucliers finissent par se rompre, qu'ils se retrouvent tous les deux à terre. Et ce qui est très important dans cette première partie du combat, c'est de remarquer qu'on a systématiquement la troisième personne du pluriel. Hein. Et puis on retrouve le présent de narration dont on a déjà parlé, notamment dans la chanson de Roland. Hein, vous avez au début du texte du passé simple, enfin les temps du récit, et une fois qu'on est vraiment dans l'affrontement, on retrouve du présent de narration pour justement rendre la scène la plus directe possible, pour que le lecteur ait l'impression d'y assister en direct. Cette troisième personne du pluriel, elle nous montre justement que l'adversaire de Lancelot est aussi valeureux que lui. Hein, ce qui est, on en parlait la dernière fois, une sorte de valorisation indirecte. Hein, exactement comme pour le pont de l'épée, Lancelot va être davantage mis en valeur si son adversaire est lui aussi très fort. Et on voit que dans cette première partie de combat, ils sont vraiment à égalité. Hein, ils se rendent coup pour coup. Et d'ailleurs, on a vraiment à chaque fois les verbes d'action qui sont conjugués à troisième personne du pluriel, ce qui montre que c'est autant l'un que l'autre. Et puis là, on va se retrouver, forcément, le combat évolue. Ils sont maintenant à terre, donc on va avoir un combat différent au corps à corps. Et là, justement, ça va changer. Hein. Donc, on reprend ici. Lancelot n'avait pas peur. Et pour cause. Lancelot n'avait pas peur car il était 2 fois plus habile que Méléagant au maniement de l'épée, l'ayant appris dès son enfance. Ils se donnent tous les deux de grands coups sur leurs écus et sur les aumes lamés d'or, si bien qu'ils les ont fendus et bosselés. Mais Lancelot presse son adversaire de plus en plus, et voilà qu'il lui assène puissamment un grand coup sur le bras droit que l'écu a laissé à découvert, et malgré le fer qui le protège, il le tranche net. Donc ici, vous avez pour la première fois la distinction de Lancelot et Méléagant. Hein, on revient à la troisième personne du pluriel momentanément pour montrer que Méléagant, même si apparemment il est moins fort au corps à corps, est quand même vaillant et un adversaire redoutable. En revanche, on va voir que maintenant Lancelot va prendre le dessus. Soyez bien attentifs et essayez de visualiser vraiment les coups qu'ils s'échangent et comme du coup l'évolution du corps à corps. Se sentant mutilé, Méléagant dit qu'il lui vendra cher sa main droite ainsi perdue. Si l'occasion s'en présente, il n'hésitera pas, rien ne le retiendra. En fait, il éprouve une telle douleur, une telle colère, une telle rage, qu'il n'est pas loin de devenir fou. Il se tient pour méprisable s'il ne réserve pas à son adversaire un mauvais coup de sa façon. Il court vers lui, pensant le surprendre, mais Lancelot est sur ses gardes. Du tranchant de son épée, il lui a fait une telle brèche et entaille que l'autre ne s'en remettra pas avant que ne passe avril et mai. Car le coup qu'il lui donne sur le nasal le lui fait rentrer dans les dents, dont 3 se brisent dans sa bouche. Voilà, donc là on voit hein, qu'en quelques coups seulement, Lancelot a vraiment entamé, entre guillemets, son adversaire Méléagant, hein, puisqu'il lui a déjà mutilé le bras, hein, il lui a tranché la main droite d'un seul coup d'épée, ce qui souligne la force de Lancelot. Et puis ça met Méléagant très en colère. Alors on sait qu'il est très grand, fort et redoutable. Le fait qu'il soit en colère et décidé, déterminé à se venger, fait craindre à un moment que Lancelot se retrouve un peu en mauvaise posture. Il n'en est rien, hein, puisqu'on voit que très facilement, il va de nouveau non seulement le maîtriser, mais en plus le blesser davantage. Petite explication hein, sur l'explication, enfin l'analyse qui est faite par l'auteur de
la blessure qu'il lui assène au visage. Hein. Vous avez l'entaille est telle que l'autre ne s'en remettra pas avant que ne passe avril et mai, hein, sous-entendu. Il va lui falloir au moins 2 mois pour guérir de cette blessure-là. Et puis on a l'explication, le détail après. Et d'ailleurs, on va voir que l'explication qui est donnée par Chrétien de Troyes est un petit peu aléatoire, en tout cas discutable. La fureur de Méléagant est telle qu'il ne peut plus parler ni dire un mot, et il ne daigne pas demander grâce, car la folie de son cœur lui donne un mauvais conseil dont il reste prisonnier et ligoté. Lancelot s'approche, il lui délace son aume et lui tranche la tête. Celui-là ne pourra plus lui échapper. Il est tombé mort. C'en est fait de lui. Je peux vous dire que personne dans l'assistance à ce spectacle n'éprouve de pitié pour lui. Le roi et tous ceux qui sont là manifestent une grande joie. Alors Lancelot est désarmé par les plus enthousiastes et il est promené en triomphe. Donc voilà la fin du texte. Alors je vais vous l'afficher tout de suite. Donc je disais c'est un petit peu discutable parce qu'on peut quand même s'interroger sur les raisons pour lesquelles Méléagant ne peut plus parler ni dire un mot hein, ici. Donc Chrétien de Troyes nous dit que c'est parce qu'il est dans une telle colère, une telle rage qu'il n'arrive plus à s'exprimer, que la folie de son cœur lui donne un mauvais conseil dont il reste prisonnier et ligoté, c'est-à-dire qu'il va refuser de demander grâce, alors qu'effectivement il est en très mauvaise posture, puisque Lancelot est prêt à l'achever. Alors je dis que c'est discutable comme explication parce que si on reprend le détail de la blessure qu'il lui a assénée au visage, il lui rentre le nasal dans les dents, dont 3 se brisent dans sa bouche, on peut comprendre qu'il a un peu de mal à s'exprimer. Pour autant, Chrétien de Troyes met son silence sous le coup de la colère et on pourrait même dire de l'orgueil, de la fierté. C'est-à-dire qu'il refuse d'accepter sa défaite, donc il refuse de demander grâce. Là justement on va pouvoir, alors vous me direz, ouais, dans le vide, mais vous pourrez quand même vous demander comment vous analysez ça, parce que est-ce que là on est bien toujours vraiment dans le code d'honneur chevaleresque ? On n'est pas en temps de guerre. Est-ce que Lancelot est censé vraiment achever Méléagant comme il le fait ? Certes, Méléagant refuse de demander grâce, il ne veut pas reconnaître sa défaite, mais Lancelot n'est plus du tout en danger au moment où il lui tranche la tête. Donc, on voit que tout est mis sous le coup de l'orgueil de Méléagant, mais on peut quand même un petit peu s'interroger aussi sur l'exemplarité de Lancelot dans ce passage-là. Là, une fois encore, s'il agit de cette façon, on va nous dire que c'est parce qu'il est complètement amoureux de Guenièvre et donc qu'il cherche... qu'il veut faire payer Méléagant de ce qu'il lui a fait subir, ce qui peut être compréhensible, mais on voit que là encore Lancelot, son comportement peut quand même être mis en question. On verra dans la suite que c'est pas du tout c'est pas la seule occasion où on peut remettre en cause l'exemplarité de Lancelot. Je vous l'ai dit, il est tombé amoureux de la reine Guenièvre. Par la suite, il va partir avec elle. Ça va déstabiliser complètement à la fois Arthur, donc le roi Arthur, mais tout le royaume, puisque Lancelot étant un des meilleurs chevaliers, si ce n'est le meilleur chevalier d'Arthur, et celui auquel il faisait le plus confiance, il va forcément, lui, personnellement, être déstabilisé, mais en plus, ça va provoquer une scission, ça va scinder en deux l'armée d'Arthur, puisque quasiment la moitié de ses chevaliers va partir avec Lancelot. Et c'est à partir de là justement que le royaume d'Arthur va être en danger puisque affaibli et que ça va être le début de la fin, on pourrait le dire comme ça.
Alors, pour les explications de ce texte-là, vous reprenez dans le cours, donc là on a noté la petite synthèse, l'ultime combat, donc dans le manuel c'est les pages 203-204. On a vu dans l'extrait précédent que Lancelot était conforté dans son amour pour Guenièvre, puisqu'il est réciproque. Il affronte Méléagant en duel pour gagner la liberté de la reine. Et là, on va noter, alors ça va être un peu long parce que comme on avait la lecture proposée par le comédien, on a fait toute l'explication et on va tout noter maintenant. Le début de l'affrontement est parfaitement équitable, chaque coup est rendu à l'adversaire. Je vous disais, on a aussi la troisième personne du pluriel qui montre que vraiment ils sont à égalité dans ce combat, donc dans les lignes 10 à 30. Puis le combat bascule en faveur de Lancelot dès l'affrontement à l'épée. Lancelot était 2 fois plus habile, on explique qu'il s'y est entraîné depuis tout petit. Le combat est raconté au présent de narration, ça on l'a vu, ils transpercent, ils reviennent, etc. pour rendre l'action plus immédiate, plus intense pour le lecteur. Donc, vous mettez pause, vous notez ça, et on se retrouve pour la fin. Très vite, Lancelot vient à bout de son adversaire, il lui tranche le bras, puis lui enfonce le nez, puis lui tranche la tête. Méléagant, donc en gros, en 3 coups, à partir du moment où ils sont au corps à corps, en 3 coups seulement, Lancelot achève Méléagant, qui est pourtant reconnu comme un chevalier redoutable. Encore une façon indirecte de valoriser Lancelot. Méléagant, colérique et orgueilleux, ne reconnaît pas sa défaite. Toute l'assistance célèbre la victoire de Lancelot. Donc personne n'a l'air de s'apitoyer sur Méléagant. Le fait qu'il, par orgueil, qu'il refuse de demander grâce, le condamne aux yeux de tout le monde. Donc vous notez ces quelques lignes-là, puis on va marquer une petite synthèse sur l'ensemble des extraits qu'on a vus de Lancelot. Donc ces différents extraits montrent les valeurs chevaleresques que tout chevalier doit observer. Loyauté, générosité, courtoisie, courage, respect et discipline. Les romans de Chrétien de Troyes en racontant les aventures des chevaliers de la table ronde, donc Lancelot, Yvain, Gauvin, Tristan, c'est les plus connus mais il y en a énormément. Donc les romans de Chrétien de Troyes illustrent ce code d'honneur des chevaliers. Donc voilà pour cette dernière séance sur l'héroïsme des chevaliers. Alors je vais vous montrer, donc si vous n'avez pas à terminer, vous mettez pause, vous notez la synthèse. Et ensuite, je vais vous inviter pour approfondir un petit peu ces histoires de chevaliers de la table ronde, mais je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais le faire tout de suite. Je vais vous inviter à vous promener dans une exposition de la BNF sur le roi Arthur, où vous allez voir pas mal de manuscrits, dont on avait déjà parlé. Je mettrai le lien évidemment dans le cahier de texte. Mais vous allez avoir aussi des explications sur les différents chevaliers. Vous avez pas mal de choses ici, donc vous voyez dans le menu, il y a l'exposition, des explications sur la légende du roi Arthur, sur le merveilleux, et puis après tout un tas de thématiques qui sont développées, où vous pouvez trouver plein de choses. Alors la légende du roi Arthur, vous voyez ici sur le côté, vous pouvez vous promener là-dedans si vous voulez plus de renseignements. Vous avez des enluminures, vous avez toujours aussi les manuscrits ici, dans les livres à feuilleter. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller en voir des manuscrits originaux. Donc la légende, la cour du roi Arthur, une quête initiatique, etc. Donc tout ça, je vous laisserai le regarder. Et puis, on va aller voir dans les gros plans. Même chose, tout est intéressant, mais je vais vous montrer déjà donc les romans de la table ronde. Donc vous cliquez directement dessus. Alors c'est là, comme ça je peux vous montrer en direct. Je vous dis souvent il faut que Adobe Flash soit activé, donc il faut déjà qu'il soit téléchargé. Mais souvent les moteurs
le logiciel de recherche va le désactiver, donc vous cliquez là-dessus et vous l'autorisez. Les romans Donc, de la toujours table le même ronde principe. constituent un ensemble de textes littéraires très Une variés explication qui trouvent leur origine dans le souvenir déformé d'événements historiques mêlés à des éléments. que vous pouvez écouter. Hein, là, je vais couper parce que c'est assez long. Ensuite, vous avez la petite flèche ici pour avoir tout un tas d'explications intéressantes sur justement l'histoire à la fois des personnages des romans de la table ronde, mais aussi l'écriture des romans par Chrétien de Troyes. Vous pouvez revenir en arrière, etc., découvrir tout un tas de choses. Et puis, dans les gros plans, il y avait aussi, qui pouvait être intéressant, la légende du roi Arthur en 16 épisodes. Donc, quand vous vous promenez sur l'image, hein, vous avez des explications. Est-ce qu'il y a du son ici? Non. Donc voilà. Vous reprenez, donc il y a 16 tableaux en quelque sorte, hein, des enluminures, qui vous expliquent un petit peu toute la légende du roi Arthur. Donc je vous laisse vous promener dans cette exposition de la BNF, il y a plein de choses intéressantes à voir. Alors c'est pas ce que je voulais faire, mais... voilà. Donc pour ce qui est de notre séquence, elle est terminée. La semaine prochaine, on va se retrouver en présentiel au collège pour un certain nombre d'entre vous. On va avoir un fonctionnement un petit peu différent. Je crois que M. Giovannetti vous l'a déjà expliqué. Pour ceux qui restent à la maison, on va vous transmettre toutes les activités qui seront faites en classe par vos camarades et vous suivrez de la même façon ce qui sera fait. Donc il y aura suffisamment d'explications pour que vous puissiez vous y retrouver. A priori, on va pas forcément continuer à alimenter après d'autres cours en plus, parce que sinon ça va faire un petit peu doublon. Mais sur le fonctionnement, on va voir un petit peu comment ça se met en place, et puis je vous redonnerai des précisions plus tard. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, et puis pour ceux qui reviennent au collège, on se voit mardi, et pour les autres, à bientôt.